Un mouvement spontané, populaire et sans leader. A priori, l'aubaine pour les opposants de Macron qui se sont précipités entre tweets frénétiques et photos symboliques pour tenter de tirer leur épingle du gilet jaune. Mais n'ont-ils pas joué à un jeu dangereux? Nous avons mené l'enquête et voici les indices. Un Facebook Live d'abord de Jean-Luc Mélenchon qui, dès le premier samedi de mobilisation, se filme sur sa page entouré d'hommes en jaune. Des live tweets si empathiques qu'ils en oublient parfois de condamner les violences, d'où quelques têtes à queue chez Wauquiez notamment, dont les vestiges subsistent sur les réseaux sociaux, et des catégories parfois un brin virtuel entre méchants casseurs et gentils gilets jaunes que nous irons soumettre à la fin de l'émission à Tinette Schnatterer, politologue qui a scanné de façon bien réelle l'écho de ses discours parmi les gilets jaunes. Mais d'abord, premier indice, sur les comptes des principaux opposants à Macron, on commence à tweeter de façon frénétique le samedi 17 novembre. Acte 1, comme on dit, de la mobilisation et de la tentative de fusion dans le mouvement, comme le montre ce petit montage des extraits mis en ligne sur le compte de Philippot, Wauquiez et Ruffin par ordre d'apparition. Les particules fines, vous savez aussi bien que moi que ça vient de la Pologne, de l'Allemagne, qui ont rallumé leur centrale à charbon. Bien sûr. Donc, vous savez, la France, c'est moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre du monde. Oui. Et à l'intérieur, les voitures, c'est 10% de ça. Donc en fait, on se bat sur rien. Et pendant ce temps-là, on importe de Chine, on fait venir des containers géants, qui eux consomment comme 6 millions de voitures. Il reste à la fin, allez, que dalle pour manger. Et ce qui n'est pas juste, mais c'est ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre, c'est que du coup, à l'arrivée, celui qui va travailler, s'il fait son compte à la fin du mois, il a meilleur temps de rester chez lui. Tout à fait. C'est la fiscalité sur l'essence, c'est en train de manger la seule différence qui reste entre les revenus du travail et je reste chez moi. Les ministres et le président qui gagnent le plus. Le problème, c'est pas ça, c'est à qui il faut gagner le plus. Et il faut gagner le plus à leurs copains. À leurs copains, vous avez les tickets ISF. Vous avez les tickets ISF. Ils appartiennent à ce milieu-là. Philippot enfile carrément le gilet jaune. D'autres viennent observer, comme l'ex-journaliste François Ruffin, mais tous immédiatement tentent de faire la synthèse entre le cœur de leur programme et la colère qui capte. C'est ainsi que dans chaque camp, les gilets jaunes s'habillent de mots-clés différents, comme on va le voir de suite avec Benjamin Grange de Dentsu Consulting, qui continue cette semaine encore l'analyse des gilets jaunes sur les réseaux sociaux. Benjamin, bonjour. Cette semaine encore, vous avez des nuages de mots, donc les mots-clés apparus sur les réseaux sociaux, avec des différences entre les mouvances, c'est ça, des différents partis, les sympathisants des différents partis. C'est ce que vous avez analysé? Oui, alors déjà, il faut savoir que ces nuages de mots, qu'est-ce que c'est? C'est la synthèse de tout ce que les militants des partis militants et sympathisants vont dire, et c'est à travers l'expression qu'ils ont qu'on est capable d'identifier comment ils vivent le mouvement ou comment ils essayent de s'approprier ce mouvement. Alors, derrière les mots, il peut y avoir des vraies ressemblances et des vraies différences. Alors justement, parce que j'ai regardé ce que vous nous avez envoyé, j'ai regardé le nuage de mots donc des militants sympathisants de la France insoumise qu'on va voir apparaître, celui du Rassemblement national aussi, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a effectivement des points communs comme Macron, gouvernement, mort de rire. Est-ce qu'ils disent la même chose alors? Alors en fait, ils disent pas la même chose parce que derrière les mots, on peut avoir des sens différents. Il y a deux grands types de différences. Le premier, c'est l'attitude vis-à-vis de la violence. Parce que, autant du côté de la France insoumise, évidemment, ils ne cautionnent pas la violence, mais elle est un peu consubstantielle de la cause et du combat. Alors que c'est la violence des policiers aussi, beaucoup, qu'on critique. Alors que, voilà, du côté du Front National, on est sur un mouvement qui est quand même beaucoup plus orienté sur le culte du chef, sur lequel l'autorité est quelque chose de normal. Et donc, la violence, là où ils sont un peu mal à l'aise, c'est que très vite, on va considérer qu'ils en sont finalement les acteurs, étant à l'extrême. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est vis-à-vis de la police. C'est-à-dire qu'autant la France insoumise va considérer que la police en fait trop, et notamment quand on parlera de Mantes-la-Jolie, autant du côté du Rassemblement national, on a toujours un peu de sympathie, en tout cas un peu de tolérance vis-à-vis de la police. On aime l'ordre. Alors on verra plus tard, c'est un peu comme les têtes d'affiche des partis. Alors, il y a des différences aussi dans les mots, des vraies différences. France insoumise, effectivement, parle de l'ISF, pas des taxes en général, donc de stop la violence, vous l'avez dit, de
Mantes-la-Jolie, des lycées, tandis qu'au Rassemblement national, en fait, il y a un grand sujet qui est très très présent, même lié au mouvement des Gilets jaunes, c'est celui de l'immigration, avec aussi le mot pacte de Marrakech, pacte sur l'immigration. Donc effectivement, on voit qu'ils ne parlent pas du tout de la même chose en fait. Alors, ils ne parlent pas du tout de la même chose, puisque quand on regarde le nuage de mots du Rassemblement national, c'est un peu le retour des vieux combats et des vieilles recettes. Et en l'occurrence, le pacte de Marrakech est la bonne occasion de faire revenir sur le devant de la scène l'immigration. Et comment on lit ça aux Gilets jaunes de manière extrêmement simple, c'est que tout ce que l'on donne pour l'immigration, eh bien, c'est tout ça de moins pour les Gilets jaunes. Donc c'est une manière finalement d'arriver à reprendre une partie de la cause à soi. D'accord, et ce qui renvoie d'ailleurs aussi aux positions et au positionnement des dirigeants du parti. D'ailleurs, vous aviez isolé un tweet là-dessus de Gilbert Collard. Oui, ça fait tout à fait écho. Et quand on regarde tout ce qui est dit par les militants et les sympathisants du Rassemblement national, on s'aperçoit de quoi ? Qu'il y a une vraie satisfaction du retour du leader. C'est-à-dire qu'une Marine Le Pen est revenue finalement dans le jeu, là où depuis 15-18 mois, il y avait quand même une logique de flottement. Ah, il la retrouve alors. Et donc là, il retrouve. Et comme on est dans un mouvement qui a le culte du leader, eh bien, ça permet de fédérer les sympathisants autour de ce leader. Donc là, on voit bien sur ce tweet-là, qui est encore une illustration, qu'on fait bien la liaison entre le pacte de Marrakech, les Gilets jaunes et finalement le pouvoir d'achat des Français. Il y a les Républicains aussi. Chez eux, on parle donc d'immigration, de casseurs, mais beaucoup, et toujours en fin du mouvement, ce qui est surprenant, des taxes. Oui, alors en fait, quand on regarde, il y a eu pas mal de changements de pied du côté des Républicains. Il y a eu d'abord cette logique de vouloir récupérer le mouvement à travers la fracture territoriale. Ils ont été très tôt sur la logique du moratoire. Et finalement là, au-delà des mots, qu'est-ce qui est dit ? Eh bien, simplement, les militants aujourd'hui disent « Nous, on en a marre d'être pénalisés. S'il vous plaît, arrêtez le mouvement, faites en sorte que ce mouvement s'arrête. » Ah bon ? Et c'est ça. Mais c'est complètement paradoxal avec la position de Laurent Wauquiez, on va le voir au début du mouvement. En fait, on voit de plus en plus, parce que qui sont les sympathisants et les militants des Républicains ? Eh bien, on va trouver ceux qui ont étaient aussi les victimes de ces violences. C'est-à-dire c'est des commerçants. Victimes des taxes et des violences. Exactement, ça, exactement. Et donc le vrai message qui est sous-jacent, c'est notamment celui-là. Ah, d'accord, c'est très, très intéressant. Merci Benjamin, parce qu'on va voir justement comment ces positions des militants s'articulent avec celles des leaders de chaque camp. On va voir que parfois c'est un peu paradoxal. Alors, Jérôme Sainte-Marie, spécialiste de l'opinion, bonjour. Michel Herman, philosophe, spécialiste de la colère, on peut dire, à laquelle vous avez dédié ce livre, La colère, une émotion contemporaine. Alors, avec vos grilles de lecture à tous les deux, on va tenter de comprendre comment les opposants ont traduit cette colère des Gilets jaunes, avec quel succès aussi. Un petit commentaire peut-être d'abord sur les premières réactions, la première réaction des opposants, telle qu'on l'a vu là dans le premier montage, le premier jour. Michel Herman, comment ils habitent cette colère spontanément ? On voit qu'ils cherchent un positionnement, car je crois qu'aujourd'hui, la question de la politique, c'est d'abord une question psychopolitique. Donc chacun cherche non pas à faire des propositions raisonnables, rationnelles, parce que la colère cache cette rationalité, mais cherche à exprimer au fond une émotion, un sentiment par rapport à ce qui se passe. C'est bien, comme il y a plein d'émotions dans ce mouvement, ça offre toute une palette importante. Absolument. Alors on a parlé de Laurent Wauquiez, un cas assez intéressant, on va l'analyser plus en détail, puisque lui, donc, il commence, on a l'impression qu'il est très en phase avec ce mouvement au départ. Trop, c'est trop, écrit-il le 17, à propos des taxes, donc dans un tweet où on le voit aux côtés des Gilets jaunes, et puis le 24, il enfile carrément lui-même le Gilet jaune, toujours dans sa ville du Puy-en-Velay. Alors, image furtive qu'il ne poste pas sur son compte Twitter, peut-être une intuition de son prochain revirement et de ses hésitations vis-à-vis des violences qui semble avoir d'abord du mal à condamner. Ainsi, lorsque le 1er décembre, de violents affrontements ont lieu à Paris et dans sa ville du Puy-en-Velay, écoutez sa réaction. Cette violence, je l'ai dit, elle n'est pas acceptable. Il n'y a rien qui la justifie. Et il faut évidemment rétablir l'ordre. Mais la réponse, ça ne peut pas être que rétablir l'ordre. Le danger, c'est que, marqué par la violence, on apporte uniquement une réponse sur le terrain de la sécurité.
alors qu'il y a la question des impôts et des taxes. Rien ne justifie la violence, et on a l'impression qu'il se dépêche d'évacuer le sujet pour passer à ce qui l'intéresse. Et puis lorsque le président arrive au Puy-en-Velay où il se fait huer, eh bien il poste ce verbatim: je ne peux pas me féliciter qu'un président soit accueilli de la sorte, on note la tournure. Il aurait dû se déplacer il y a quelques semaines, ajoute-t-il, ce qui ne l'empêche pas le jour même d'affirmer que la première priorité est de rétablir l'ordre avec l'état d'urgence. Carrément, ce qui semble trancher avec ce qu'il a dit lui-même dans un premier temps des violences. Alors, Jérôme Sainte-Marie, comment expliquez-vous qu'il est tant louvoyé ? C'est un peu compliqué pour Laurent Wauquiez déjà parce que c'est une famille politique dont les sympathisants hésitent en permanence par rapport à ce mouvement et depuis le départ. Et en plus, la question de la violence, évidemment, ça renvoie tout cela à un imaginaire directement issu de la mémoire de 1968. Et chacun, évidemment, pense non seulement à mai 68, mais aussi à juin 68 et à la reprise en main par la droite de l'époque, c'est-à-dire la droite gaulliste, c'est-à-dire les ancêtres des Républicains. Donc ils ratent le coche, pas exactement, Laurent Wauquiez doit effectivement composer avec ces éléments contradictoires, mais qui sont dans la réalité. Oui, mais enfin, dès le début, on a l'impression qu'en fait, cette histoire de la violence, en fait, qu'il ne l'intègre pas au départ, qu'il met du temps à en prendre conscience et à réagir là-dessus, alors que c'est, comme l'a dit Benjamin Grange, une demande importante aussi de son électorat. Non, mais Laurent Wauquiez ne veut pas tomber dans le piège qui était tendu par le gouvernement, c'est-à-dire que par le spectacle de la violence, complaisamment d'ailleurs, soumis aux Français, eh bien, que le gouvernement souhaitait comme ça obliger l'opposition, et notamment les Républicains, à se solidariser complètement avec le ministre de l'Intérieur, avec le chef de l'État. Laurent Wauquiez fait tout pour justement éviter cela, et même de manière plus suggestive, pour réussir à ce que la violence suscite la critique des Français à l'égard de ceux qui sont responsables du maintien de l'ordre, c'est-à-dire le gouvernement. D'accord. Et donc le fait de ne pas en parler, selon vous, c'est pas un problème. Michel Armand, quand on adhère à la colère, comme il l'a fait, de manière aussi entière, est-ce que c'est dur du coup de condamner les violences ? Oui, je crois une chose, c'est que peut-être un peu malgré lui, c'est sûrement son intention, mais il ne le dit pas clairement. Il essaye d'exprimer une forme de sollicitude envers les Gilets jaunes, c'est-à-dire que c'est pas une adhésion, c'est pas un soutien. C'est pas la compassion gouvernementale, la compassion macronienne. Je connais la colère, je comprends la colère des Français. Alors il exprime comment cette colère ? Il exprime la compassion, il l'exprime entre les mots en quelque sorte, parce que il a sans doute une qualité, Laurent Wauquiez, du point de vue du discours, il ne se met pas en colère. Il semble jamais irrité. On dirait que c'est quelqu'un qui est assez maître de ses paroles, même si on peut concevoir que ses paroles sont parfois contradictoires. On dit miroir de la colère, mais en fait, qui ne l'habite pas, quoi. Non, lui, il ne l'habite pas. Pour moi, il essaye, encore une fois, d'exprimer ça, c'est-à-dire d'exprimer indirectement de la compassion, un soutien de loin, en quelque sorte. D'accord. La compassion. De loin. Quand vous dites de loin, on entend que peut-être de trop loin. Peut-être, du point de vue des Gilets jaunes, sans doute. Son soutien est peut-être un peu lointain, effectivement. De trop loin, vous diriez au final ? Il est éloigné des Gilets jaunes, non seulement par la difficulté politique qu'il a par rapport à ce problème, ça a été exposé, mais aussi parce qu'il incarne, et ô combien, l'establishment politique. D'accord. Donc il ne peut pas non plus... c'est tout le problème d'ailleurs de mettre ou pas le gilet jaune, c'est que ça peut aussi avoir un effet un peu ridicule, voire carrément déplacé. Les gilets jaunes ne souhaitaient pas forcément que les politiques les rejoignent dans les cortèges ou sur les ronds-points, et ils ne souhaitaient pas forcément que les politiques revêtent le gilet jaune. Oui, c'est ça. Entre avoir de la compassion pour la colère, comme vous l'avez dit, en gardant sa place, et mettre le gilet jaune, il y a une vraie différence. On verra ce qu'en dit justement notre politologue qui a scanné les gilets jaunes tout à l'heure. En tout cas, il est le seul, vous l'avez dit à Laurent Wauquiez, avec les souverainistes Florian Philippot et Dupont-Aignan, à avoir enfilé ce fameux gilet jaune. Du côté de la France insoumise, on choisit plutôt de s'emparer d'autres symboles forts, les symboles du pouvoir, comme dans cette vidéo mise en ligne dès le 17 novembre par Jean-Luc Mélenchon. Je me trouve avec mes amis marseillais et nous sommes pas loin de la place de la Concorde avec les gilets jaunes que les amis ont tous mis pour nous joindre aux événements de cette journée. Alors je trouve que c'est un beau symbole que les Marseillais étaient là aujourd'hui. Ils venaient visiter l'Assemblée nationale avec moi. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons.
Voilà, hein, donc ça ressemble vraiment à une manifestation à Place de la Concorde, à 2 pas de l'endroit où manifestent les Gilets jaunes ce jour-là. Quant à François Ruffin, eh bien, il s'attaque carrément au symbole de l'Élysée avec ce tweet du 2 décembre. Cet après-midi, je ferai une allocution devant le palais de l'Élysée, à suivre sur ma page Facebook et Twitter. Et la photo de la cour du palais présidentiel explicite bien les choses. Donc on guette l'allocution et la cour de l'Élysée. Qu'ai-je entendu durant 2 jours? Il va terminer comme Kennedy. Si je le croise, tant pis, je monterai en prison. Vous voyez la croix sur le terre-plein? Il va finir pareil. Ces mots sont prononcés par des intérimaires, par des retraités paisibles, des habitants ordinaires. Et durant 2 jours, je me suis appliqué à les tempérer, à argumenter, à modérer. La violence ne mène à rien. Mais c'est lui, le président de la République, qui depuis 18 mois déchire la République. C'est lui qui, avec son arrogance, déchire la France. C'est lui qui met notre pays à feu et à sang. Macron démission, c'est le mot d'ordre entonné partout. Voilà, on me faisait remarquer en régie qu'il avait troqué son blouson de cuir contre un vrai blazer hein, pour cette allocution très solennelle, presque devant l'Élysée. Alors c'est intéressant là sur la colère d'ailleurs, Michel Herman, parce qu'il cite des verbatims, mais on a l'impression qu'il dit « Ah moi je les ai canalisés ces verbatims, mais maintenant finalement je les reprends complètement ». Qu'en pensez-vous de cette posture? Il devient gilet jaune lui. Oui, mais parce que c'est une posture traditionnelle. Malgré son écharpe, quand même. Oui, je crois que c'est très important, effectivement, son écharpe. Mais c'est la posture traditionnelle de la France insoumise, de souffler sur les braises. Hein. Souffler sur les braises, vous diriez carrément, pas d'endosser la colère. Non, je le dis tout simplement parce que c'est un mot d'un sociologue, Alinsky, qui avait théorisé ça, la manière de faire de la politique en utilisant les émotions des gens, et en particulier la colère. Et donc, la France insoumise fait référence à cette manière de faire de la politique. Oui, et puis il reprend des mots qui ont été beaucoup reprochés, hein, qu'il finira comme Kennedy, etc. C'est toujours des verbatims, mais enfin bon, c'est quand même lui qui le véhicule. Oui, mais alors, il y a derrière une histoire, parce que pour souffler sur les braises, faut-il encore qu'il y ait une mise en scène. Et il y a véritablement une théâtralisation de la colère. Et cette théâtralisation, elle fait référence à quoi? Pardon, elle fait référence à une histoire, c'est les Marseillais. Jean-Luc Mélenchon dit « Je suis là avec quelques amis marseillais ». C'est Place de la Concorde, là où on a guillotiné le roi. Et en 92, ce sont les sections révolutionnaires en 1792. En 1792, ce sont bien sûr. les sections révolutionnaires de Marseille qui sont montées sur Paris, qui ont envoyé des bataillons pour absolument mettre à bas la royauté. D'accord, donc c'est pas un hasard. Et c'est pas un hasard. Il joue vraiment sur les symboles. Oui, il joue sur les symboles. Il joue sur les symboles. Et que fait Ruffin? Il fait à peu près la même chose. Il va provoquer le roi dans son palais, en quelque sorte. Oui, d'ailleurs, la photo qu'il poste sur son compte est très explicite. Hein, je serai devant l'Élysée. Donc c'est ça, pour vous, c'est de la provocation, c'est souffler sur les braises. Oui, il y a une dramaturgie. Plus que devenir un gilet jaune soi-même. Si vous voulez, mais il y a une dramaturgie. Ce qui me semble important, c'est que c'est un discours, cette dramaturgie. C'est aussi une nécessité politique, surtout pour Jean-Luc Mélenchon. C'est si il instaure un dialogue, un conflit direct entre lui, ou entre la France insoumise, et le président de la République. Ça permet aussi de ne pas avoir à s'identifier à des gilets jaunes qui sont très composites et avec lesquels la France insoumise n'est pas à l'aise. Souvenez-vous qu'au début, dans son discours de Lille, je crois, eh bien, c'était avant le premier rassemblement. Jean-Luc Mélenchon avait dit il y a des fâchés, il y a des fachos, ceux qui veulent y aller, parce qu'il y a des fâchés, ont le droit, ils ont tout à fait raison d'y aller, mais ceux qui ne voudront pas y aller, parce qu'il y a des fachos, auront leur raison aussi. Ça, au départ, si vous voulez, c'est pas un mouvement qui ressemble à l'électorat et aux valeurs de la France insoumise. Elle est venue après. Alors, on va voir effectivement l'évolution, mais sur ce que vous dites, il y a un point très intéressant qui nous a frappé d'ailleurs en préparant l'émission, c'est que donc Jean-Luc Mélenchon, le premier jour, il se met effectivement posté Place de la Concorde entouré de gilets jaunes, mais après ça, hein, il annonce qu'il va aller aux manifestations sur les Champs-Élysées, mais il n'y va pas, il va à la manifestation pour les droits des femmes le 24, à la manifestation contre le logement insalubre à Marseille la semaine suivante, et François Ruffin, eh bien lui, il va manifester à Paris, mais quand il se poste en photo avec les manifestants picards, eh bien il se montre dans le métro, en train d'y aller et jamais sur les Champs-Élysées parmi les manifestants. Pour vous, ça traduit le fait qu'ils ne sont pas si à l'aise que ça. Ils ne sont pas en photo dans les manifestations sur les Champs-Élysées. Surtout tous les politiques, enfin aucun des politiques, excusez-moi, n'était sûr d'être bien reçu dans ces cortèges. Oui. Il peut y avoir des images très compliquées parce que d'une part... C'est sûr que dans le métro, on prend moins de risques. Hein, c'est plus facile. C'était très hétérogène, si vous voulez, la fréquentation de ces rassemblements. Et en plus, le mot d'ordre essentiel était quand même le fait que le peuple agissait par lui-même
en se passant de la médiation politique. D'accord. Et donc là, effectivement, il restait trop longtemps sur place, les exposés à des scènes qui ensuite les auraient poursuivis par médias interposés pendant de longs mois. D'accord, c'est intéressant de voir qu'ils ne sont pas si à l'aise qu'ils pourraient en avoir l'air. Et alors, c'est intéressant parce qu'on disait tout à l'heure avec Benjamin Grange que Marine Le Pen apparaissait, du moins aux yeux de son camp, comme extrêmement renforcés. Ils ont retrouvé un chef, du moins c'est un peu l'impression que donnent les sympathisants sur les réseaux sociaux. Mais alors c'est très étonnant parce qu'elle a été très absente le 17, le 24, quand les vidéos qu'on vient de voir ont lieu, elle n'intervient pas. Juste un petit tweet pour s'étonner qu'on ne puisse pas manifester sur les Champs-Élysées. La première vraie intervention de Marine Le Pen, c'est le 1er décembre, suite aux violences parisiennes. Là, elle s'exprime encore via un tweet. Bravo aux Gilets jaunes qui ont fait rempart de leur corps en chantant la Marseillaise pour protéger la flamme du soldat inconnu. Vous êtes le peuple de France se dressant contre la racaille. On trouve là les mots du nuage, racaille. Et puis elle demande aux chers Gilets jaunes de quitter les lieux pour permettre aux forces de l'ordre d'intervenir. Donc elle fait des vraies catégories entre gentils Gilets jaunes et méchants casseurs. Et puis surtout, elle attend énormément pour prendre la parole. Comment vous l'expliquez, Jérôme Sainte-Marie? Parce qu'elle finalement, c'est la moins présente de tous. Et c'est celle qui, paraît-il, ressort le plus renforcée. Oh, très probablement, parce que c'est un mouvement qui correspond totalement à tous les éléments de la rhétorique du Front National et maintenant du Rassemblement National, avec cette articulation de la question sociale et de la question nationale. Pourquoi elle n'intervient pas? Pourquoi elle est aussi en retrait? Pourquoi elle n'intervient finalement que le 1er décembre de manière directe quand il y a les violences? Parce qu'elle ne va pas avec les Gilets jaunes sur les barrages, elle ne va pas les rencontrer, pas du tout. Je pense qu'elle est soumise à la même difficulté que les autres. Elle ne peut pas non plus se permettre de subir des colibés, voire plus. Et que par ailleurs, elle aussi, elle doit articuler discours beaucoup plus que la France Insoumise, qui n'a pas ce problème en réalité. Elle doit quand même... Elle incarne pour ses partisans la promesse d'un État plus fort. Donc elle doit faire en sorte de ne pas être identifiée à des violences très graves. Alors, dernier mot, Michel Armand, sur sa manière, elle, d'endosser la colère, elle n'endosse pas du tout pour le coup. Non, elle n'endosse pas du tout, parce que je crois que la colère, non seulement ça s'endosse pour un homme politique, mais ça se joue, ça se surjoue. C'est ce que montre très bien Jean-Luc Mélenchon. La raison pour laquelle il ne veut pas être dans les manifestations, c'est qu'il veut pouvoir être le Deus ex machina. Il veut pouvoir être celui qui dirige les choses. Et elle aussi, alors? Alors, quant à Marine Le Pen, elle ne veut bien sûr pas être identifiée à cette colère. Et moi, ce qui me frappe, c'est qu'elle exprime aussi, du point de vue psychopolitique, quelque chose. Elle exprime fortement, par ses silences, par sa parole extrêmement contrôlée, elle exprime un dédain. Et un dédain non pas envers les Gilets jaunes, mais un dédain envers le pouvoir. Ah bon? Et je trouve que c'est assez fort. Comment vous l'exprimez? Comment vous le voyez, ce dédain? C'est quand elle dit gentil Gilet jaune? C'est quand... c'est quand, effectivement, dans ce que les propos qu'elle vient de tenir, au fond, elle ne s'adresse à personne. Elle commente la situation, finalement, presque comme si elle était... Elle dit gentil gilet jaune, laissez les forces de l'ordre intervenir. Oui, c'est ça, mais je veux dire, c'est la voie de la sagesse, en quelque sorte. Elle veut être parmi tous la voie de la sagesse. C'est ça qui est extrêmement étonnant. D'ailleurs, je crois que le président de la République l'a remarqué, d'ailleurs. Oui, il a dit, paraît-il, verbatim qu'on a pu lire dans Le Point, que c'était la plus habile. Voilà. Mot de la fin. Enfin, on vous retrouve à la toute fin pour le débrief. Et puis, on va voir ce qu'en pense notre dernière invitée. Alors, Tinette Schnatterer, bonjour. Bonjour. Alors, avec un groupe de collègues, sociologues, vous avez questionné de façon approfondie les Gilets jaunes, vous publiez là vos résultats. Que vous inspire la posture des différents opposants telle qu'on vient de la décrire au regard des aspirations des Gilets jaunes? Lesquelles sont le plus en phase, selon vous? Tout d'abord, il faut quand même dire que c'est un mouvement qui se veut apolitique. Donc, ça a été déjà dit, mais on est quand même face à un mouvement qui rejette de manière globale le système politique et l'élite politique, mais dans son ensemble. Donc, tous horizons confondus. Ah, d'accord. Oui, donc finalement, la France insoumise n'a pas mieux réussi, c'est là où vous êtes d'accord, à coller. Non. Et justement, on a commenté les postures des uns et des autres. Donc, la France insoumise qui joue des symboles révolutionnaires, beaucoup. De la Révolution française, est-ce que ça parle aux Gilets jaunes, ces symboles révolutionnaires? Mais il y a quand même ce sentiment que c'est une révolte, que ce n'est pas des simples manifestations. Il y a cette grosse colère qui a été déjà évoquée. Donc oui, je dirais que ça parle d'une certaine manière. Après, c'est difficile parce que Mélenchon, lui, il ne sort pas de nulle part non plus. Il a été sénateur, il a été ministre lui aussi. Donc sur cette quête de nouveau, ce qu'ils réclament les Gilets jaunes, c'est des assemblées de citoyens. Donc ils réclament plus ça que les symboles de la République.
D'accord, oui, alors ça peut rencontrer certaines propositions du programme, comme le dit Jean-Luc Mélenchon, effectivement, notamment la 6e République, mais, tout à fait, ça mais lui n'incarne pas cette révolte, donc il a raison finalement de se tenir un peu à l'écart. Alors c'est intéressant aussi car Marine Le Pen parle beaucoup du pacte de Marrakech, de l'immigration. On l'a vu aussi dans le nuage de mots tout à l'heure, hein, les militants du Rassemblement national sont beaucoup sur ces thèmes, même quand il est question des Gilets jaunes. Est-ce que là, ça rencontre aussi des préoccupations que vous avez retrouvées ou pas du tout finalement ? Très peu. Donc, on s'est rendu sur des blocages dans les manifestations dès le 24 novembre. Et c'est là dans des endroits très différents. Donc, on était à Bordeaux, on était à Montpellier, à Grenoble, on était dans l'entre-deux-mer, dans les villages. Oui, vous êtes 70 sociologues à être allés un peu partout pour dire en France, recueillir. Voilà. Et donc, justement, ce discours, alors, ça ne fait pas écho? Non, toutes les personnes, des premières 170 personnes que nous avons rencontrées, il n'y en a que 2 qui nous ont parlé spontanément de l'immigration. Mais alors, quand vous entendez ce discours du Rassemblement national, vous en pensez quoi alors? Qui ne parle pas aux Gilets jaunes alors? Après, bon, ça ne veut pas dire que les personnes qui sont là n'ont pas éventuellement des préjugés racistes, n'ont pas éventuellement voté pour le Front National. Oui, ou des questions qui ne mettent pas en avant les questions d'immigration. C'est pas ce que nous mesurons. Ce que nous mesurons, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont là. Donc non, ça ne fait pas partie de leur motivation de se mobiliser. Et alors, qui profite de la colère, hein? Qui est vraiment gilet jaune? Vous avez évoqué effectivement les questions de positionnement de Jean-Luc Mélenchon. Je vous propose d'écouter un petit extrait de son analyse lors de la convention de la France Insoumise. C'était le 8 décembre à Bordeaux et c'était retransmis sur leur site. J'observe que nous avons, c'est pas moi, c'est un journal qui en a fait le bilan, les 3/4 des revendications présentées par les Gilets jaunes sont également dans notre programme. C'est pourquoi nous n'avons aucune difficulté à en être membre. Nous avons toujours dit que nous n'avons l'intention de récupérer rien ni personne. Nous ne donnons pas de consignes et quand on nous demande d'en donner, nous refusons de le faire, y compris les consignes d'appel au calme. Notre but n'est pas de récupérer. Notre but n'est pas de récupérer, c'est d'être récupéré. Et j'ai l'honneur de vous dire que c'est fait. On disait tout à l'heure qu'au début du mouvement, Jean-Luc Mélenchon n'était pas très à l'aise. À la fin, il l'est beaucoup plus. Nous n'avons aucune difficulté à être membre du mouvement. Ça vous inspire quoi, cette réaction? Je trouve quand même qu'il reste prudent. Ah bon? Oui, parce que déjà, quand il dit que 2/3 des revendications se retrouvent dans le programme, il ne parle pas du reste. Il ne critique pas, il ne met pas en garde contre les revendications qui touchent à l'immigration, par exemple. Il met encore en avant, on ne veut pas récupérer les mouvements, on attend d'être récupérés nous. C'est complètement passif. Et ça pose aussi une grande question parce que, en fait, comme je disais, les partis ne sont pas attendus par les mouvements. Mais aussi, les partis, pourquoi faire? Parce que qu'est-ce qu'ils proposent sur le fond, ces partis de gauche? Donc il y avait Ruffin, par exemple, qui avait dit qu'il allait faire le lien entre les Gilets jaunes et Paris. Mais bon, il ne cherche pas d'intermédiaire, il refuse ce concept. Donc, c'est quoi le rôle? Ah, d'accord, c'est intéressant. Ça veut dire que pour vous, au-delà de son côté très enthousiaste, très virulent, il est en fait très prudent dans ce discours. C'est ce que vous entendez? C'est la prudence. Non, mais c'est intéressant. Oui, je dirais quand même. Dans la mesure où on n'entend pas de proposition, que ça ne va pas en mesure de dire nous, voilà, c'est que nous proposons au mouvement. Oui, il ne propose rien au mouvement. Il ne cherche pas à dialoguer avec le mouvement. Il attend d'être récupéré. Il attend d'être récupéré. Merci beaucoup. Merci Marie Lebon, Benjamin Bataille et Estelle Boileau. On se retrouve pour le débrief. Et qu'est-ce que selon vous, le gouvernement devrait faire pour que le mouvement soit un succès? Et l'immigration ne ressort pas. Et c'est d'une certaine manière. Le pacte de Marrakech. Après, c'est sorti souvent. Après, il y a une chose que je dois dire aussi. C'est Paris. C'est pas seulement que c'est Paris, mais c'est cette partie de l'enquête, nous là, c'est jusqu'au 1er décembre. Donc si ça se trouve. Vous pensez que le pacte de Marrakech sort après? Oui.